je ne vais pas vous cacher que je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, puisque mon rapport et celui de mon équipe à l'éducation thérapeutique ne date pas d'hier. Il y a à peu près 15 ans, en 2010, lors des 40e journées de la Société française d'odontologie pédiatrique, nous avions organisé un colloque qui posait la question de savoir si l'éducation thérapeutique pouvait être un concept applicable en odontologie pédiatrique. Alors pour vous donner une petite idée, 200 participants au congrès, 2 séances en parallèle, une séance très technique, curative, et le symposium. 180 personnes dans la séance curative, 20 personnes au symposium. Les chirurgiens dentistes, au tout départ, n'étaient même pas indiqués dans la liste des professionnels légitimes pour dispenser l'éducation thérapeutique. Alors, vous voyez que je suis heureux d'être là, au ministère de la Santé, pour parler de ce sujet, puisque je me dis que collectivement, on a quand même fait un bon petit bout de chemin ensemble. Alors, l'éducation thérapeutique, si on reprend la définition de l'OMS en 1998, reprise également par la Haute Autorité de Santé, eh bien, elle vise à développer des compétences et elle s'adapte surtout à des patients atteints, dans la grande majorité, de maladies chroniques. Elle fait partie intégrante et permanente de la prise en charge de ce patient. Alors quand on regarde le continuum de prévention, finalement cette éducation thérapeutique, on est plus sur une prévention secondaire ou tertiaire lorsque la pathologie est installée, à l'inverse de l'éducation pour la santé qui se déroule dans une approche plus populationnelle. L'éducation thérapeutique, pour sa part, est une approche ciblée et personnalisée. Alors finalement les objectifs sont quand même les mêmes, c'est-à-dire maintenir un capital santé, voire le faire fructifier, mais ça arrive à des moments différents. C'est-à-dire que dans le cadre de l'éducation pour la santé, le patient en général, il n'y a pas de maladie, et donc finalement la notion de risque, elle est éloignée. Ce qui va permettre aussi de mettre en place petit à petit des comportements adaptés, favorables à la santé, mais sans cette notion de risque. Dans le cas de l'éducation thérapeutique, les choses sont différentes, puisque la pathologie est installée, et donc les temps biocliniques, psychosociaux, ne sont pas du tout les mêmes. Et ça va aussi avoir un impact dans cette temporalité par rapport à la modification des comportements. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, l'éducation thérapeutique va permettre une rencontre, ce qu'on n'a pas forcément dans le cas d'une approche populationnelle. Et cette rencontre, Jean-Noël Verne parlait tout à l'heure de connexion, j'aime bien aussi ce terme, j'aime bien le terme de rencontre. L'idée, c'est d'apprendre à se connaître avec le patient, puisque finalement, on a une opposition entre souvent un savoir objectif du soignant et un vécu subjectif du patient. Prenons l'exemple des représentations. Si on prend l'exemple d'un petit patient qui consulte en urgence pour un traumatisme, on le reçoit et finalement, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, il y a une carie précoce de l'enfant et finalement, le traumatisme a juste activé un petit peu ce que la maladie carieuse aurait fini de faire quelques temps plus tard. Si on demande aux patients des efforts en termes d'alimentation et de brossage, ben ça n'a pas forcément de sens, puisque pour lui, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un traumatisme. Donc travailler sur cette représentation, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est aussi prendre en compte ces hiérarchies de valeurs. Benoît parlait tout à l'heure du dentifrice fluoré. Quand il y a des difficultés à boucler des fins de mois, c'est vrai que c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Tout ça pose la question du sens, et la démarche éducative, tout comme la démarche thérapeutique, eh bien, elle doit trouver du sens par rapport au propre vécu du patient. Autrement, tout ce qu'on pourra mettre en place ne fonctionnera pas. Et à partir de là, eh bien, on va pouvoir essayer d'avoir des objectifs communs et partagés. Alors, l'idée, et c'est ce qu'on dit depuis ce matin, c'est qu'on est bien dans cette approche, aujourd'hui beaucoup plus préventive et éducative, avec une approche curative qui doit bien sûr diminuer, c'est tout l'enjeu. Quand on regarde l'éducation thérapeutique en médecine, ça représente quoi? À peu près 1% des patients atteints de pathologies chroniques sont intégrés dans un programme d'éducation thérapeutique. Ça reste donc très faible. La question est, et chez nous, en médecine bucco-dentaire? Alors, je n'ai pas la réponse à cette question. Par contre, on peut essayer de voir par quel moyen on peut rentrer dans l'éducation thérapeutique. Le premier moyen, et celui qui est certainement le plus facile, c'est le travail sur les facteurs de risque communs. Des pathologies comme le diabète,
qui sont des modèles historiques pour l'éducation thérapeutique, eh bien on peut y associer des ateliers d'éducation sur la santé orale. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez facile à faire, notamment en milieu hospitalier. Ensuite, on peut travailler sur des populations cibles, que ce soit l'enfant, que ce soit des patients parfois en milieu carcéral, que ce soit des patients adultes ou adolescents. On peut travailler sur certains types de pathologies. On peut travailler aussi sur des techniques particulières, comme en orthodontie, sur les problématiques d'abandon de traitement. L'éducation thérapeutique a toute sa place pour limiter ces abandons de traitement. Et puis, d'autres pathologies spécifiques, bucco-dentaires, beaucoup de programmes d'éducation thérapeutique se développent dans le cadre de la parodontologie et aussi dans le cadre des maladies rares. Alors, dans notre expérience, on a développé l'éducation thérapeutique à destination de l'enfant et dans le cadre de la maladie carieuse. En effet, on est parti d'un constat assez simple et qu'on partage tous aujourd'hui ici, c'est que le modèle curatif, il est seul, il est inefficace. Cette pathologie carieuse se développe, elle entraîne des morbidités associées qui sont parfois importantes, et tout cela dans un contexte où le temps prend toute son importance. À partir de ce moment-là, on a posé l'hypothèse que dans les groupes à risque, cette maladie carieuse représentait véritablement une pathologie chronique. Et ça, c'était un élément essentiel qui nous a permis de défendre auprès de l'ARS en 2017 la nécessité de développer des programmes d'éducation thérapeutique spécifiquement pour ces pathologies. Alors, le terme de maladie chronique est parfois discuté. On parle aujourd'hui de maladie multifactorielle, non transmissible, qui peut durer dans le temps. Bon, on joue un petit peu sur les mots. En tout cas, ce terme de chronique, moi, me convient parfaitement. Et puis, si on replace tout ça dans ce modèle biopsychosocial qui a été évoqué ce matin, eh bien, on voit effectivement que notre petit schéma de caisse, ce n'est pas grand-chose par rapport à l'ensemble des facteurs environnants autour de l'enfant et de sa famille, et dont il va falloir tenir compte, et qui seront aussi autant de leviers potentiels pour pouvoir agir. Donc, Éducat d'enfants, c'est le programme qui a été mis en place, c'est à notre connaissance le premier programme à entrée bucco-dentaire, qui permet finalement de proposer à des enfants âgés de 3 à 7 ans une offre éducative avant d'avoir une prise en charge sous anesthésie générale. En effet, une étude interne au CHU de Lille avait montré que des patients qui étaient pris en charge pour de la carie précoce sous anesthésie générale, eh bien 1 sur 2 récidivait au bout d'1 an. Ce qui montrait bien l'échec finalement de la prise en charge. Donc, les délais, en plus, étaient importants entre la première consultation et la prise en charge sous anesthésie générale, ce qui permettait d'introduire ce programme. Alors, quel que soit le type de programme d'éducation thérapeutique, la démarche est un petit peu la même et peut se résumer en 4 étapes. D'abord, c'est l'élaboration du diagnostic éducatif. On peut parler aussi de bilan éducatif partagé, qui va permettre d'apprendre à connaître notre patient, connaître ses objectifs, ce qu'il a envie, ses besoins, et puis aussi ses freins, et voir sur quel levier on va pouvoir agir. Alors pour ceux qui veulent mettre en place par la suite, on a développé en partenariat avec Colgate une trame pour ce bilan éducatif que vous pouvez retrouver sur leur site. À partir de là, on réalise une synthèse et on définit des objectifs. Des objectifs qui peuvent être négociés aussi avec le patient. On est dans ce rapport de négociation pour essayer de l'amener vers une modification de comportement et aller vers des comportements plus favorables à sa santé orale. À partir de ce moment-là, on va lui proposer des activités éducatives, individuellement ou collectivement, et puis ensuite on va les évaluer parce que l'évaluation est un temps essentiel de l'éducation thérapeutique qui doit être prévu en amont même de la conception des programmes. Alors, si on regarde une synthèse d'un bilan éducatif pour un petit patient, vous voyez de manière schématique un petit peu ce qu'on peut retrouver. Et moi, ce que j'aime bien, c'est cette notion de projet de vie. Finalement, dans nos consultations, est-ce que souvent on demande quel est le projet de vie de nos patients? Eh bien, souvent, c'est quand même assez rare. Et pourtant, eh bien, ça va donner des leviers pour pouvoir agir et pour pouvoir impliquer le patient dans des modifications de comportement.
Alors, comment on va la réaliser en pédiatrie, cette éducation thérapeutique? Eh bien, c'est souvent par le jeu. Le jeu est un très bon moyen de passer des informations et de transformer ces informations pour aller vers un développement de compétences. Et finalement, on va inscrire l'enfant et les parents dans ces jeux. L'enfant est bien sûr au cœur de la relation, mais c'est lui finalement, c'est qu'un vecteur. C'est-à-dire que par son biais, on espère une modification des comportements auprès des parents, et ensuite que ça redescende au niveau de la cellule familiale. Alors différents outils peuvent être proposés, je vous en ai mis 2 ici, mais il en existe d'autres que l'on peut utiliser lors de ces ateliers. Les premiers résultats de ces programmes avaient montré des choses assez intéressantes. D'abord un impact positif en termes de développement de compétences et de connaissances au niveau cognitif, mais aussi en termes de compétences techniques sur les brossages. Et puis, une satisfaction patient très importante. Ceci étant, il y a quand même un certain nombre de difficultés liées à l'éducation thérapeutique qu'il ne faut pas nier. Et parmi ces nombreuses difficultés, j'en ai relevé 3. D'abord, la question de la pluridisciplinarité. Ça a aussi été un petit peu évoqué ce matin. Dans ces programmes, la pluridisciplinarité, c'est quelque chose d'essentiel. Mais trouver des temps pour la diététique, pour l'orthophonie, c'est pas toujours simple. Ensuite, un gros problème aussi qui est la question de l'absentéisme et des difficultés de recrutement. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve dans tous les programmes d'éducation thérapeutique. Il y a une étude assez récente auprès de 932 programmes, donc aussi en médecine, qui montre justement ces problématiques d'absentéisme, même quand le programme est dispensé en milieu hospitalier et que le patient il est sur place. Alors comment on peut expliquer ça? Eh bien, il faut comprendre une chose qui est très importante, c'est que finalement, le gradient social de la maladie, il est en lien aussi avec le gradient vis-à-vis de la prévention. C'est-à-dire que ces populations-là, avec un faible niveau de littératie en santé orale, eh bien, vont aussi avoir un faible recours à ces offres de prévention. Et donc, il faut s'adapter pour aller effectivement aller vers eux, aller les chercher et tenir compte de ces spécificités sociales et parfois culturelles. On a fait une étude avec un étudiant sur l'île sur les attentes par rapport à notre programme. Eh bien, ces difficultés, on les retrouve. La méconnaissance de l'offre existante, des problématiques de distance par rapport au domicile, de la gestion des autres enfants, et puis quelque chose aussi d'important, qui est le fait que finalement, ces patients, ou en tout cas les parents, quand ils viennent pour l'éducation, ils ont l'impression qu'il n'y a rien qui a été fait. Ce qui montre donc, et Mme Cazeneuve parlait ce matin, de la nécessité d'avoir des efforts aussi au niveau des assurés. Et je pense qu'au niveau de l'inconscient collectif, il y a encore beaucoup de choses à faire pour que justement cette éducation, ça soit aussi important que du soin, sinon plus. Alors évidemment, cette éducation thérapeutique, aujourd'hui, elle est essentiellement développée avec une offre hospitalière. La question qui se pose, c'est comment on peut transposer ça dans une offre libérale. Et c'est quelque chose qui est effectivement pas simple. La coordination ville-hôpital et le transfert vers le libéral. Alors, pour ça, on peut aborder 4 pistes qui sont la posture éducative, la pluridisciplinarité, le développement d'activités courtes et la mutualisation des moyens. En allant relativement vite, cette notion de posture éducative. Sans aller jusqu'à mettre en place un programme d'éducation thérapeutique au sein de vos cabinets, ce qui peut être difficile, vous pouvez adopter très simplement cette posture éducative. On parlait de la rencontre. Cette rencontre, elle doit se faire dans un lieu de rencontre, qui n'est pas le lieu du soin, qui n'est pas le fauteuil. Et effectivement, en quelques minutes, le fait d'écouter son patient, non seulement on a son diagnostic, mais on a aussi tout son vécu. Et n'hésitez pas à introduire des temps de silence. C'est quelque chose qui est peu fait, mais si on arrive à se taire lors de cette consultation, eh bien, et ne pas reprendre le fil de la discussion, c'est bien souvent les patients qui vont reprendre. Et à partir de ce moment-là, il y a énormément d'informations qui vont arriver. Et ça a été dit également ce matin, ça ne prend pas beaucoup de temps. En 2-3 minutes, on va avoir énormément d'informations. Et cette écoute, ça passe bien sûr par du verbal, mais ça passe aussi par tout ce qui est transmis de manière non verbale. La pluridisciplinarité en libéral, c'est aussi la possibilité de travailler en réseau, par le biais des maisons de santé,
par le biais des communautés professionnelles de territoire au niveau santé, par le biais des maisons de santé. Et puis c'est aussi une possibilité par le biais des assistants dentaires de niveau 2. Alors oui, Patrick Solera disait ce matin effectivement que le dossier est en stand-by, mais à mon sens, ce développement d'éducation thérapeutique doit aussi s'appuyer, et ça doit être une mission très importante pour ces assistantes dentaires de niveau 2. Tout ça dans un environnement qui puisse être capacitant. Les activités courtes, eh bien, ça nécessite d'identifier un nombre de compétences à développer limité. Ce n'est pas la peine de... Bien souvent, on se donne des objectifs trop importants. Il faut se donner des objectifs qui soient atteignables, ce qui permet aussi de motiver le patient et pas aller vers des choses trop importantes. Sinon, les patients vont se démotiver. Et puis, avec des moyens aussi d'évaluation ou de suivi à distance. Et là encore, les assistantes peuvent avoir un rôle très important. Enfin, c'est la question de la mutualisation des moyens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se développent en termes d'éducation thérapeutique, pour les maladies rares, pour la paro, pour la pathologie carieuse. Mais les équipes, elles travaillent un petit peu chacune dans leur coin. Ça serait vraiment intéressant d'avoir une cartographie précise de cette offre qui commence à exister, de mutualiser les ressources, mutualiser les outils et inviter l'ensemble des acteurs à communiquer entre eux pour que justement tout ce travail qui est fait puisse profiter à d'autres. Et donc, en termes d'efficience, on serait également beaucoup plus efficace. Donc, s'il y a une chose, enfin 3 petits points à retenir, c'est que cette ambition de génération sans carie, bien sûr, elle passe par de l'éducation pour la santé, mais elle passera aussi par de l'éducation thérapeutique pour ces populations, pour ces groupes à risque qui ont besoin d'une approche ciblée et véritablement personnalisée. Au départ, quand on parlait d'éducation thérapeutique, certains criaient un petit peu au risque de discrimination, voire de stigmatisation. À mon sens, ce n'est pas du tout le problème. On est au contraire avec un outil qui permet une approche universaliste proportionnée. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre en place des actions spécifiques pour ces publics qui en auront besoin. Et donc, ça nécessite d'impliquer l'ensemble des acteurs, les professionnels libéraux, les hospitaliers, les universitaires, l'institution. Et je pense qu'aujourd'hui, on est convaincu qu'il y a quand même une volonté politique forte par rapport à cette démarche. Et donc, avec beaucoup d'optimisme, j'ai envie de me dire qu'on est sur la bonne voie.